Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous allons parler aujourd'hui dans notre émission de l'île de l'archipel des Comores qui s'appelle Mayotte. Tout le monde a entendu parler depuis quelques semaines du terrible cyclone Chido qui a ravagé l'île le 14 décembre 2024. Tout le monde a entendu les appels au secours de la population de ce département et qui, comme vous le savez, est le plus pauvre de France. Mais pour essayer de comprendre pourquoi un événement climatique important peut créer dans certaines régions plus de dégâts qu'ailleurs, il est important aussi de s'intéresser à la géographie et surtout à l'histoire de Mayotte. Nous allons donc essayer de le faire avec le journaliste du Monde diplomatique Rémi Carayol, qui a publié en septembre 2024 aux éditions de La Fabrique un livre très documenté intitulé « Mayotte, département colonie ». Alors nous allons parcourir ce livre très riche au cours de cette émission et nous allons entendre ce que Rémi Carayol a déclaré dans plusieurs médias après le cyclone Chido. Grand connaisseur de l'île des Comores, où il a travaillé dans les années 2000 et dont il a étudié l'histoire en détail, Rémi Carayol a été invité à plusieurs reprises sur les plateaux de télévision pour répondre à des journalistes qui, d'ailleurs, comme beaucoup de Français, ignorent tout de ce territoire. Je me suis d'autant plus intéressé au livre Mayotte, département colonie de Rémi Carayol que j'ai eu aussi l'occasion et la possibilité de travailler quelques semaines à Mayotte, mais bien sûr il y a bien longtemps, en 1995, c'est-à-dire bien avant la départementalisation de l'île qui, comme vous le savez, a eu lieu en 2011. J'avais d'ailleurs à l'époque déjà été choqué par l'atmosphère coloniale qui régnait dans les milieux francophones de la population. Alors, j'ai été particulièrement touché lorsque j'ai entendu les informations du 15 décembre 2024. Des rafales de vent à plus de 220 km/h qui emportent les toits et font trembler les lignes électriques. Le cyclone Chido, à ce moment-là, est au plus fort de sa puissance. Toute la maison s'est envolée sur la route. Mes amis, j'ai plus de maison.
Chido à tout prix. À Mayotte, de nombreuses habitations sont précaires, souvent des cases faites de tôles qui n'ont pas résisté au cyclone. Dans cette commune proche de Mamoudzou, des dizaines de maisons semblent avoir été emportées. Image impressionnante de la catastrophe. Une habitante confie son désarroi par téléphone. C'est catastrophique. Les maisons sont essentiellement composées de tôles. Quasiment toutes les maisons en tôle se sont effondrées, envolées. Moi, ma propre maison n'existe plus d'ailleurs. Les arbres sont tombés, il n'y a plus de réseau, il y a des blessés. En fait, il y a des gens qui ont pris des tôles sur les bras, sur le corps, etc. Dans la rédaction de nos confrères de Mayotte la Première, certaines fenêtres ont été soufflées, les bureaux sont dévastés, le bâtiment est sans dessus-dessous. On entend siffler le cyclone jusque dans les couloirs. Des dizaines de milliers de foyers sont désormais privés d'électricité. Selon les météorologues, la catastrophe est d'une ampleur hors norme. C'est vraiment le scénario du pire puisque les vents les plus forts sont vraiment tombés sur l'île. Et si on veut vraiment retrouver un cyclone aussi puissant, il faut retourner quasiment un siècle en arrière puisque c'est en 1934. Donc par ce côté vraiment très rare, on peut qualifier ce cyclone d'historique. Le cyclone Chido a fait au moins 2 victimes à Mayotte et les dégâts sont considérables. Le cyclone Chido balaie l'archipel ce matin et détruit tout sur son passage. Il y avait du monde sur ces collines, donc c'est bien, ils sont bien quelque part. On ne les voit pas non plus, elles ne sont pas toutes dans les centres d'hébergement. Quand on commencera à déblayer ces collines, oui, on appréhende ce qu'on va trouver. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, rien n'est mis en place pour chercher les gens sous les décombres. On est à 3 jours du cyclone, on s'attend au pire. Des bidonvilles transformés en cimetières. Plus de 100 000 personnes sans toit ni eau. 3 jours dans le noir, un système de santé réduit à néant. La faim et les épidémies menacent. Leur stock de nourriture s'épuise et le peu qu'il reste commence à moisir. C'est un drame écrit d'avance parce que tout le monde savait que si un jour il y avait une catastrophe naturelle à Mayotte, il y aurait énormément de morts, énormément de dégâts. Monsieur le Premier ministre, cette catastrophe n'est pas naturelle, elle est politique. L'État à Mayotte est toujours débordé. C'est une constante dans l'histoire de cette île. Jamais il n'a voulu, en réalité, anticiper les problématiques. Alors, je m'appelle Rémi Carayol, je suis journaliste indépendant. Je travaille notamment pour Mediapart, Le Monde diplomatique et j'anime la rédaction d'Afrique 21. Par ailleurs, je viens de publier un livre chez La Fabrique sur Mayotte qui s'appelle Mayotte, département colonie. Alors le cyclone Chido, pour l'instant, a fait ou aurait fait 22 morts. Ça, c'est les chiffres des autorités françaises. Mais comme l'a annoncé le préfet de Mayotte, le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Il pourrait se compter par centaines, voire milliers de morts. Ça risque de prendre du temps et en réalité, on saura peut-être même jamais le nombre exact de morts parce que un certain nombre de personnes se trouvaient être en situation de clandestinité et certaines ont d'ores et déjà été enterrées parce que à Mayotte, on enterre en général assez rapidement. Donc, on saura peut-être jamais combien il y a eu de morts. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a probablement énormément de personnes qui ont péri parce que lorsqu'on voit les images, les bidonvilles de Mayotte ont tous été ravagés par les vents du cyclone et on estime à peu près 100 000 personnes le nombre de personnes qui vivaient dans ces bidonvilles. Donc bien sûr, un grand nombre d'entre elles ont réussi à se réfugier ou ont réussi même lorsque le toit de leur maison s'est envolé à rester chez eux, mais un certain nombre probablement important a dû périr. Dans cet épisode climatique très violent, il n'y a pas que les bidonvilles en fait qui ont été impactés, beaucoup de maisons, y compris des maisons on va dire de la bourgeoisie locale qui ont vu leur toit s'envoler, mais surtout les dégâts sont considérables au niveau de la végétation. Il y a énormément d'arbres qui sont tombés. Énormément de cultures qui ont été saccagées là aussi, et ça c'est très problématique parce qu'une grande partie de l'agriculture sur place c'est une agriculture vivrière de petite taille mais qui sert à faire vivre la famille ou l'entourage proche. On se nourrit de bananes énormément, on se nourrit de fruits cueillis sur les arbres et ça c'est vraiment très inquiétant. D'ailleurs les élus du côté de Mayotte commencent à parler d'une crainte de famine et puis surtout c'est tous les réseaux qui ont été
détérioré, donc le réseau de téléphone, qui complique les secours, le réseau routier, mais aussi, surtout, le réseau d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 4 jours après le cyclone, les gens n'ont toujours pas d'eau dans le robinet. L'une des urgences sanitaires, rétablir l'eau courante. En attendant, les habitants font la queue pour remplir des bidons, à même les tuyaux. Après tout ce qui se passait ici, il n'y a pas d'eau, on est obligé de préparer à manger, laver les enfants, les vêtements et tout. Du coup, on n'a pas le choix. Même si le chemin est long, mais on n'a pas le choix, on doit survivre quoi. Il suffit en fait de poser le pied à Mayotte et de se rendre compte que partout, sur toutes les collines, il y a des bidonvilles. Parce que les bidonvilles sont construits sur les collines, parce que ce sont les terres où l'on peut construire de manière sauvage, parce qu'elles sont très difficilement constructibles. Et donc, on se rend compte que voilà, sur 320 000 personnes recensées à Mayotte, un tiers au moins a habité dans ces quartiers. Et ça, c'est une responsabilité en fait directe de l'État français. Pourquoi il y a ces bidonvilles en fait? Tout simplement parce que il y a d'importants flux migratoires depuis des années, en fait depuis toujours dans l'archipel des Comores, qui ne se sont pas taris lorsque Mayotte a été séparée des autres îles des Comores. Et donc les gens ont continué à venir et aujourd'hui même ils viennent encore plus nombreux parce que Mayotte fait figure un peu d'Eldorado dans la région et on vient y travailler, on vient s'y faire soigner ou on vient pour que les enfants y suivent une scolarité à peu près normale. Et donc les gens sont sur ce territoire, certains y sont nés, y ont grandi, mais ils se trouvent quand même dans une situation de clandestinité parce que l'État a fabriqué des étrangers sur cette île. Et quand on se trouve dans une situation de clandestinité, eh bien on se retrouve à vivre dans des endroits comme ces bidonvilles, parce qu'on a des salaires très faibles, de l'ordre, dans l'économie informelle, de 100 à 300 euros, parce qu'on n'a pas les moyens d'acquérir un logement, parce qu'il y a très peu de logements sociaux. Et en fait, l'État français n'a jamais proposé de grands plans de construction de logements, et notamment de logements sociaux. Au contraire, la seule stratégie qui a été adoptée ces dernières années, c'est de détruire ces bidonvilles, mais en petite quantité par rapport à la masse des habitats de ces bidonvilles, de les détruire sans proposer de solution de relogement. Les pelleteuses sont entrées en action dans le quartier de Doujani à Mamoudzou. En quelques heures, elles détruisent des centaines d'habitations installées illégalement sur des terrains privés et municipaux. Il s'agit d'une des nombreuses opérations dites de décasage orchestrées par l'État sur demande express de la mairie. Des démolitions qui touchent ce jour-là près de 500 personnes. Et donc l'État n'a proposé des solutions qu'aux personnes en situation régulière et du coup a abandonné toutes les autres personnes. Donc les gens se faisaient chasser et qu'est-ce qu'ils faisaient? Évidemment, ils allaient reconstruire un peu plus loin, souvent dans des endroits encore plus dangereux et encore plus cachés. De manière générale, tout le monde a peur de l'opération et des conséquences qu'elle pourrait avoir sur Mayotte. Ici, les gens ont peur des violences, des démolitions, des expulsions. Pour preuve, dans ces quartiers, certains ont eux-mêmes démoli leur maison pour aller se cacher dans la forêt le temps que la situation se calme. C'est un drame écrit d'avance parce que tout le monde savait que si un jour il y avait une catastrophe naturelle, un cyclone ou un séisme à Mayotte, il y aurait énormément de morts, énormément de dégâts. En raison de l'importance de ces bidonvilles, mais pas que, même les bâtiments en dur, y compris les bâtiments publics, ne respectent pas les normes qui devraient être des normes de résistance à un séisme ou à un cyclone. Et ça, notamment, il y a un rapport parlementaire qui a abordé la question il y a à peine un peu plus de 6 mois, en fait, qui disait que en Outre-mer en général et en Mayotte en particulier, rien n'était fait pour anticiper une éventuelle catastrophe. Donc là, c'est de la responsabilité directe de l'État. L'État à Mayotte est toujours débordé. C'est une constante dans l'histoire de cette île. C'est sans cesse une course en fait contre le temps, où l'État est sans cesse en train d'essayer de répondre à des problématiques qui se sont créées sur place. Jamais il n'a réussi et jamais il n'a voulu en réalité anticiper les problématiques. Et ça touche tous les domaines. On a vu il y a 1 an, il y a eu la crise de l'eau à Mayotte. La crise de l'eau, c'est quelque chose qu'on voit venir depuis 20 ans. On sait qu'il va y avoir des pénuries d'eau et pourtant rien n'a été entrepris. Faute d'infrastructures et de gestion prévisionnelle, il ne reste qu'une seule option, rationner l'eau. Et depuis lundi, les coupures sont devenues encore plus drastiques. 36 heures ou 48 heures d'affilée. Dans le 101e département, je tiens à le souligner. Et on n'est pas sûr de pouvoir tenir actuellement pour 24 heures déjà.
On met des bouteilles de réserve également. Au quotidien, on achète de l'eau, quoi. Et l'eau, on sait très bien qu'à Mayotte, c'est pas donné. Quand on a un pack de 6 qui coûte 7 €, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas qu'il n'y a pas de programme ou de financement. Il y a des financements qui sont débloqués. Mais en fait, une fois qu'on a débloqué les financements, la machine ne suit pas derrière, parce qu'il y a des difficultés liées au territoire, mais parce qu'il y a une absence de volonté aussi de la part de l'État. Et là, on retrouve ça dans tous les domaines. C'est une responsabilité qui va jusqu'aux plus hautes sphères de l'État français, et qui s'explique, moi en tout cas, que j'explique en partie par le fait que c'est un territoire qui est perçu comme lointain, qui est perçu comme finalement assez peu important, alors qu'il a une importance stratégique non négligeable pour la France, et donc qui est négligé. Et ça crée des frustrations et une colère assez importante. Vous venez d'entendre le journaliste Rémi Carayol qui s'exprimait sur la chaîne Blast quelques jours après le passage du cyclone Chido sur Mayotte. Si l'on s'intéresse particulièrement à ce territoire dans notre émission Civis Pacem, c'est que ce territoire a été et est toujours, comme toutes les colonies, maltraité par le colonisateur. Rémi Carayol a noté la responsabilité de la politique menée par la France dans son territoire des Comores, politique qui n'a pas su prévenir le désastre provoqué par le cyclone. Et c'est aussi l'opinion de l'ancienne ministre Dominique Voynet. Ils étaient interrogés tous les deux sur la chaîne parlementaire quelques jours après le cyclone. Nous les écoutons. Si on vous invite, Rémi Carayol et Dominique Voynet, c'est pour votre connaissance de l'archipel dévasté. Rémi Carayol, vous êtes journaliste, vous avez vécu 6 ans à Mayotte et écrit récemment un livre sur son histoire. Dominique Voynet, vous avez dirigé pendant plus d'1 an l'Agence régionale de santé de l'île. Cette île, aujourd'hui ravagée. Les secours peinent à arriver dans certains secteurs et une grande partie de l'île est encore privée ce soir d'électricité. À Mayotte, département le plus pauvre de France, premier désert médical français, l'eau et la nourriture commencent à manquer. Pour éviter les pillages, un couvre-feu entre en vigueur ce soir, entre 22h et 4h du matin. 1600 gendarmes et policiers sont présents sur l'archipel, rejoints dans les prochains jours par 400 gendarmes supplémentaires. Même à Mamoudzou, on n'a vu personne, on a vu les policiers, c'est rassurant. Nous sommes traumatisés. Hier, sur place, le ministre de l'Intérieur démissionnaire disait craindre un bilan très lourd. Avec de nombreux bidonvilles rasés, les morts pourraient se compter par milliers. Entre 100 000 à 200 000 personnes issues de l'immigration illégale logées dans ces habitats précaires. On ne pourra reconstruire Mayotte sans traiter avec la plus grande détermination la question migratoire. Des propos polémiques pour certains alors que les secours cherchent toujours les disparus. Le président de la République compte se rendre sur l'île et décréter un deuil national. Bonsoir Dominique Voynet. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes député écologiste. C'est un drame humanitaire et sanitaire immense. Vous connaissez bien l'archipel puisque vous aviez piloté l'Agence régionale de santé en 2019 et vous avez géré le passage d'un autre cyclone, celui-ci s'appelait Belna. Vous êtes effrayé ce soir par les retours? Effrayé par des propos un peu lapidaires, y compris dans les commentaires de votre journaliste. C'est très difficile d'affirmer qu'il y a 100 à 150 000 personnes issues de l'immigration clandestine qui auraient été, je dirais, dans les habitats de bidonvilles qui se sont effondrés sous le cyclone. Alors il y a un rapport de l'INSEE qui dit oui, mais il y a beaucoup de gens... Il y a au moins 60% d'habitants qui sont en situation irrégulière. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Il y a 50% d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 60% de personnes issues de l'immigration, dont beaucoup ont des papiers. Alors on va y venir à la question migratoire et à la question de l'habitat insoluble. Il y a même des rapports parlementaires qui prédisaient la catastrophe absolue en cas de moi j'ai tiré cyclone. la sonnette d'alarme à multiples reprises. Voilà. Pour bien comprendre, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu en 2019. La réalité du bilan est bien plus importante que celle qu'on connaît aujourd'hui. Ça peut se compter quoi? En milliers, en dizaines de milliers? Voilà, en 2019, j'arrivais à peine à Mayotte et j'avais constaté qu'on n'était pas prêt. Et finalement, quand je dis qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas de lipico, on n'avait pas de ration d'urgence, on n'avait pas de jerrycan pour mettre de l'eau, on n'avait pas de radio chargée pour pouvoir communiquer en l'absence d'Internet ou de téléphone. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on est un peu plus prêt, mais la réalité, c'est que si en 2019, la trajectoire du cyclone s'est éloignée de Mayotte, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Et au contraire, l'île, elle a été coupée en deux, je dirais dans sa partie la plus stratégique, la plus vitale, de l'aéroport au port de la barge qui relie Petite Terre à Grande Terre, en passant par les zones les plus densément peuplées de Mayotte, Mamoudzou,
Koungou, Kaweni, Cavani. C'est vraiment dramatique. Rémi Carayol, c'est un cyclone de cette ampleur, c'est exactement le scénario du pire. Beaucoup l'avaient pointé, et on se rend bien compte que même s'il y a eu des efforts de fait sur certaines habitations insalubres qui ont été renforcés, rien n'a tenu. C'est aussi un des éléments ce soir. Vous avez des contacts, j'imagine, dans l'archipel, qui manquent de tout, de toit, de soins. Il y a la crainte des épidémies, il y a la crainte des pillages. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont vos retours? La première chose dont il manque, c'est de l'eau et de la nourriture aujourd'hui. Alors évidemment, de toit aussi, puisque au-delà de tous ces habitats faits de tôles qui se sont visiblement tous effondrés, il y a aussi beaucoup de maisons en dur qui ont perdu leur toit. Donc effectivement, l'urgence, par ailleurs, on est en saison des pluies. Ça veut dire qu'il va y avoir à nouveau des pluies dans les prochains jours. Et donc là, on se retrouve quand même dans une situation d'urgence absolue. C'est surtout la sidération qui l'emporte dans les premiers jours. Parce que même si tout le monde savait qu'un cyclone passant sur Mayotte, ça serait une catastrophe, finalement, personne n'y croyait vraiment. Ou en tout cas, chaque fois qu'il y avait eu un épisode cyclonique, Mayotte avait été plus ou moins protégée, souvent par Madagascar d'ailleurs. Et donc, ça a d'abord été la sidération, mais effectivement, on sent aujourd'hui poindre une forme d'incompréhension qui pourrait devenir de la colère, puisqu'on a l'impression que les secours n'arrivent pas. Il y a des quartiers qui restent inaccessibles. Oui, comment c'est possible, ça? Comment l'expliquer? Vous les montrez, ces quartiers? Les routes sont encombrées par des tôles, du bois, des arbres qui se sont effondrés, des poteaux de téléphone, des relais de téléphone portable. Tout ceci, évidemment, rend les choses très compliquées. Rémi vient d'insister sur le fait que c'était la saison des pluies, c'est une saison très chaude aussi. Très chaude. Et donc les conditions matérielles sont difficiles. Beaucoup de routes à Mayotte ne sont pas bitumées, elles sont en terre, et donc l'accès est encore plus compliqué. Et puis il faut juste comprendre comment sont façonnés ces quartiers, ces bidonvilles en fait. C'est des minuscules ruelles qui ne sont pas même ni goudronnées, ni même de la terre battue en fait. On est vraiment sur la terre rase et avec des ruisseaux ou des rivières même parfois, donc c'est forcément très difficile d'accès. Aucun véhicule ne peut y aller. Il reste en véhicule. Alors justement, ces bidonvilles, ces habitats précaires, les gens sont restés. Les gens sont restés pourquoi? Parce que, voilà, ce qu'on peut lire, c'est la crainte de l'expulsion. C'est une des raisons. L'arrestation, l'expulsion, car en situation irrégulière. Ce sont pour la plupart des étrangers qui vivent dans ces habitats-là? Pour la plupart, mais il y a aussi des Français natifs de Mayotte. En gros, selon l'INSEE, 65% des étrangers vivent dans ces habitats-là et 25% des Français natifs de Mayotte quand même. C'est pas négligeable. Tout à fait. Donc voilà. Effectivement, beaucoup sont restés dans leur quartier pour plusieurs raisons. Peut-être que l'information n'est pas toujours bien passée, peut-être qu'il y avait une sous-estimation de ce que pouvait être ce cyclone, mais c'est clair qu'il y a une raison majeure pour les personnes en situation irrégulière, c'est qu'elles avaient peur de se faire arrêter et de se faire expulser. Au risque de mourir. En fait, oui, mais quand on est... En fait, il faut comprendre, ça fait 20 ans qu'à Mayotte, les personnes en situation irrégulière sont littéralement traquées en fait, par les autorités et par la police, et y compris parfois devant les dispensaires et devant les collèges et les lycées. Donc, il y a évidemment un manque de confiance absolu de la part de ces personnes vis-à-vis des autorités, même s'il y a des appels pour dire « attention, là c'est grave, vous pouvez trouver refuge ». En fait, les personnes forcément se disent « non mais moi là je vais me faire arrêter, au risque de mourir ». Mais en réalité, il faut se rappeler que le dernier grand cyclone c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, plus de la moitié de la population de Mayotte n'était pas née. Et que le cyclone qui avait vraiment fait des ravages remonte à 90 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un souvenir qui est oublié. Dominique Voynet, sur l'habitat insalubre et sur les bidonvilles, il y a eu des efforts de fait pour essayer de faire partir les gens dans des habitations plus solides. Voilà. Il y a d'autres raisons qui expliquent que les gens ne se soient pas rapprochés des lieux de secours. Ceux qui sont efficaces pour aller chercher les populations les plus vulnérables, c'est les agents des communes, c'est les agents de l'ARS, nos agents de santé communautaire, ils sont crédibles. Les salariés des associations, les bénévoles des associations ont plus de chances de convaincre que effectivement les forces de l'ordre. Mais il s'est passé 3 alertes cycloniques en 3 ans qui ne se sont pas concrétisées. Donc les gens ont dit on aura de la chance cette fois encore.
Il y a aussi le risque des pillages. Beaucoup de personnes disent, moi, j'ai pas envie d'abandonner ma maison pour aller me mettre à l'abri parce que j'ai pas envie de revenir et de voir que tout a été pillé. Donc, je crois que c'est un peu compliqué. Au fond, il faudra, dans la période qui vient, se doter d'une culture du risque qui permette de passer les bons messages. Mais sur les bidonvilles. Sur l'habitat, je ne partage pas du tout votre analyse sur laquelle des efforts auraient été faits. On a les opérations bout de chou, ça existe. C'est pas une opération de réhabilitation de l'habitat insalubre. Expliquez-nous alors. C'est vous qui connaissez l'archipel mieux que moi. C'est une opération de décasage. Ce qu'on appelle décasage, ça veut dire qu'on va démolir au bulldozer l'habitat précaire de ces personnes. On les prévient un peu à l'avance pour qu'elles puissent sauver leurs 2 bassines, 3 casseroles et quelques vêtements. Et puis, en fait, quand les policiers arrivent, souvent, les personnes se sont dispersées dans la nature parce qu'elles ne sont pas en situation d'accepter un relogement. C'est pas du tout du relogement pour vous. Elles n'ont pas les moyens de payer un loyer. Il n'y a pas de logements qui ont été construits. Il y a très peu de constructions neuves qui ont été construites pour des personnes qui seraient en situation de précarité. L'État vous semble au rendez-vous aujourd'hui. Il y a un pont aérien qui a été mis en place depuis l'île de la Réunion. Il y a un pont maritime qui va être mis en place. Évidemment, c'est une course contre la montre. Chaque heure compte pour les ONG, pour les forces de l'ordre aussi, pour les secours. Alors moi j'ai du mal à juger parce que je ne sais pas trop, je n'ai pas l'expérience d'autres catastrophes de ce genre sur des zones que je connais. L'État n'était pas au rendez-vous avant, à mon avis. C'est-à-dire qu'il n'a pas su anticiper. D'ailleurs, un rapport parlementaire l'a annoncé il y a à peine un peu plus de 6 mois. L'État n'a pas été au rendez-vous avant. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui il l'est? Moi, j'ai du mal à juger. Mais il y a eu une absence d'anticipation sur une réalité qui était évidente. Un jour ou l'autre, Mayotte serait victime soit d'un séisme, soit d'un cyclone ou d'une autre catastrophe naturelle. D'une éruption volcanique, puisqu'il y a un volcan qui pousse sous Mayotte. Oh, je me présente. Ishilita, instrutivo tanga, hata si fiato lava. Scendo saba, sita kasi dale, wata di wahale, magari kasi kale. Tiro gota, wama ore, majinini, namasi wabavuni. Hata nefseka, ila washaka, mana son sangue so wali hamar petaka. Haraka haraka, mana wamta prese, nitahani pese, wala musinzie. Kwenye moja ila simurike mana niye moja iyo utalulu mashababi na mwendeli koli diplomu muhimu na risome elimu timaliza ikuplea handa nitamtia masera maneshliza yonefanya ishishishishi 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 ishilita baba 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 ishishishishi 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 ishilita baba 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 baba. Après cet intermède musical du célèbre rappeur mahorais Bo Ous, nous écoutons à nouveau l'écrivain Rémi Carayol et l'ancienne ministre Dominique Voynet qui s'exprimaient sur la chaîne parlementaire peu de temps après le passage du cyclone Chido à Mayotte. Et sur la question migratoire, on y vient, la question qui fâche donc, puisque Bruno Retailleau a estimé qu'il fallait penser le jour d'après et on ne pourra pas reconstruire Mayotte sans traiter la question migratoire. Symbole de la dérive que les gouvernements ont laissé s'installer sur cette question, il faudra légiférer. Gérald Darmanin avait déjà porté la réforme du droit du sol à Mayotte. Ça a été super efficace, vous avez vu. Combien de personnes sont parties ? C'est-à-dire qu'en gros, autour de Mayotte, pas seulement d'ailleurs aux Comores, mais à Madagascar par exemple, les populations vivent dans des conditions plus misérables encore. Si vous êtes diabétique, si vous êtes dialysé, si vous êtes enceinte avec une grossesse un peu difficile, où est-ce que vous allez aller ? Vous êtes tenté d'aller à Mayotte. Vous mettez votre vie en péril pour aller à Mayotte. Vous allez payer des passeurs pour franchir le bras de mer depuis Anjouan sur des kwassa-kwassa avec des morts chaque année dans des conditions ignobles. Mais les Mahorais le disent, eux, qu'ils veulent arrêter ça. Et les élections le montrent vous savez dans les urnes. Un programme de coopération France-Comores a été monté il y a plusieurs années déjà, en 2020 à peu près, qui bénéficie de beaucoup d'argent. Il n'y a pas une très forte volonté des Comores de participer, de jouer le jeu. Je crois qu'il faudrait des sommes absolument considérables pour rattraper un niveau de vie aux Comores qui permettent de convaincre les Comoriens. Puis surtout, il n'y a pas une seule famille à Mayotte qui n'ait pas des liens étroits, anciens.
familiaux, amoureux avec les Comores. Le sénateur de Mayotte, Saïd Omar Wali, maire de Dzaoudzi, l'abattoir, il est comorien aussi. Il a un double passeport dans sa poche. Et comment ça se passe? Quasiment tous les responsables politiques. Quasiment tous les responsables politiques. Mansour Kamardine a des liens étroits et anciens avec les Comores. Rémi Carayol. J'allais justement rebondir là-dessus. Quand on parle d'immigration clandestine, on a toujours l'impression, comme on a l'impression en Europe, que ce sont des gens qui arrivent, qui sont nouveaux. En réalité, parmi tous les étrangers comptabilisés parmi la population de Mayotte, une grande partie, en fait, sont nés à Mayotte. Ils ont été scolarisés à Mayotte. Certains travaillent à Mayotte, mais ils sont considérés comme étrangers, souvent en situation irrégulière, pour tout un tas de raisons. Difficile d'avoir des papiers pour comorien pour régulariser sa situation, des lois qui ont été modifiées au fil des ans, le droit du sol qui a été notamment raboté en 2018, qui complique la situation des gens. Mais c'est des gens qui sont de Mayotte, même s'ils ont des liens avec les autres îles, comme y compris les natifs, en fait, ce que l'on appelle les Mahorais, c'est-à-dire, bon, c'est difficile à déterminer qui est Mahorais, qui ne l'est pas concrètement. Mais en fait, il y a cette réalité. Et effectivement, couper Mayotte des Comores, c'est ce que j'essaye d'expliquer, moi, au fil de mes écrits, c'est une erreur majeure, à mon sens, parce que, ce n'est pas humainement viable de couper des familles, de disloquer des familles, mais deux, la réalité montre que ça ne fonctionne pas. Ça fait des années qu'on expulse chaque année entre 23 000 et 25 000 personnes de Mayotte, soit à peu près pas loin de 10% de la population. Bon, on voit le résultat, ça n'aboutit à rien. Le désastre provoqué par le cyclone Chido à Mayotte a démontré l'incapacité de l'État colonial français pour secourir les habitants. Quand le président Macron décide de se déplacer dans l'île pour calmer les Mahorais, qui, eux, demandent de l'aide, bien sûr, il est vite débordé par la foule. Alors, j'ai passé la journée avec vous, j'ai essayé de parler, et depuis tout à l'heure, je négosille moi aussi pour parler. Si quelqu'un m'a entendu dire « tout va bien », levez le doigt. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Et il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Et donc vous avez un choix. Vous êtes une équipe, vous vous divisez. Est-ce que vous êtes content d'être français? Si vous n'étiez pas en France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Cette phrase du président français devant un groupe de Mahoraises et de Mahorais en colère va être reprise en boucle sur les réseaux sociaux. Elle démontre le mépris avec lequel le colonisateur traite les colonisés. Faire croire que l'action de la France est indispensable à la vie dans l'île et que la colonie n'a que des côtés positifs est le discours classique du parti colonial. Mais les erreurs des responsables politiques au pouvoir qui se sont rendus à Mayotte après le cyclone ne s'arrêtent pas là. Le 30 décembre 2024, le Premier ministre François Bayrou, qui avait préféré, comme vous le savez, présider un conseil municipal de sa ville de Pau plutôt que de s'occuper des ravages du cyclone, donc François Bayrou a décidé de se rendre dans l'île avec au moins 5 ministres. Il annonce son plan Mayotte debout à des élus mahorais et parle surtout de la fameuse immigration qui, d'après lui, justifierait toutes les difficultés des habitants. La situation des Mahorais est profondément déstabilisée par à la fois la présence, l'afflux continu de personnes, de femmes et d'hommes qui viennent du voisinage. Cette présence si nombreuse est une déstabilisation profonde de ce que les Mahorais vivent ensemble. Ils ont le sentiment d'être totalement impuissants. Nous ne pouvons pas accepter cette impuissance. De la même manière que quiconque
entre dans Mayotte et singulièrement dans les quartiers dans lesquels nous sommes, ne peut pas accepter que des bidonvilles viennent s'implanter ou se réimplanter après ce que nous avons connu. C'est une question que je nous invite à affronter les yeux ouverts, directement. Je n'oublie pas que ce sont des femmes et des hommes qui, pour la plupart, fuient la misère. Je n'oublie pas cela. Mais il y a aussi une misère à Mayotte. Et quand ce choc des misères provoque des affrontements, des vagues de rejet, alors il faut que des responsables publics sérieux l'affrontent les yeux ouverts. On espère vraiment qu'il y aura des actions réelles et concrètes. Nous sommes en difficulté. Mayotte a toujours été en difficulté, monsieur le ministre. Et encore plus maintenant avec Chido qui vient de passer. Et pour l'instant, on n'a encore rien vu, monsieur le ministre. Le ton est donné. Les habitants du Nord comptent bien faire entendre au ministre des Outre-mer leurs revendications. Manuel Valls se renoue avec les bains de foule. Il joue la carte de la proximité et se montre à l'écoute. Et les questions fusent. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, c'est invivable. N'en parlons pas de ce qu'on va se nourrir. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Ce qu'on demande à quoi? C'est avoir un petit frigo. Il ne reste qu'à mettre nos traitements de nos malades. On a des gens amputés, on a des gens diabétiques, on a des gens cardiaques, on a des gens qui sont psy, qui ont besoin. Tous ces gens-là, tous ces traitements-là, on va les mettre en Mzamboro? Je suis diabétique, j'ai de la tension, j'ai une fille enceinte, j'habite dans les hauteurs et on n'a pas d'eau. C'est mon principal combat. Des points ensuite discutés en réunion de travail avec les élus locaux et les autorités, préfets, maires, députés, conseillers départementaux et municipaux. Chacun y apporte son expertise. Il est clair que ces personnes qui sont dans les maisons se disent, nous on ne va pas aller faire une queue de 2 heures pour avoir une bouteille d'eau et une boîte de sardines. Une séance de travail qui durera près d'1 heure et qui aboutira à plusieurs pistes de réflexion et d'action. En hauteur d'Aqua, on n'a toujours pas l'eau de manière régulière, donc l'urgence c'est que l'eau arrive chez les gens. Et puis l'urgence c'est aussi l'électricité, parce qu'on nous a dit qu'il y a des personnes malades qui ont besoin d'être alimentées les lits doivent être alimentés en électricité, des médicaments aussi à conserver. C'est pour ça qu'on a parlé de l'hôpital, de rouvrir un hôpital à Mtsamboro pour pouvoir aider les gens qui sont malades. Quant à la colère de la population, Manuel Valls assure la comprendre et se dit là pour l'entendre. Quand il y a un ministre ou un élu, c'est normal qu'il y ait de la colère, de l'attente, de la peur, de l'angoisse. C'est des familles, heureusement. On ne peut pas faire autrement. Si le ministre des Outre-mer, le revenant Manuel Valls, avoue son impuissance devant les habitants de Mayotte en colère, la ministre de l'Éducation nationale fait encore pire. La revenante Elisabeth Borne affiche son incapacité à répondre aux questions des enseignants. Dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. C'est une honte, déclarent ces enseignants quand ils voient Elisabeth Borne tourner les talons et s'éloigner sans écouter la suite. Cette séquence fera aussi le tour des réseaux sociaux et, une fois de plus, les responsables politiques de l'État colonial font preuve de leur incapacité à gérer autrement que par la force les problèmes de la colonie. Depuis l'assassinat d'un adolescent ici dimanche dernier, la plupart des habitants se barricadent dans leur maison. Après l'horreur, un calme précaire règne dans le quartier Setam à l'abattoir.
maore alioingia utiro shababi wo wahatwari wavunjuvunju magari rijiliwa na mafujari utoa roho tongo iyo nziro wakazi wasmia amani wawafariki dunia tivele hamun watazia utoa roho una malivo shababi nismia amani Matsoya ono katiliva ubadui wanajisito Munina ya magari wanasioni wanajisito. L'inquiétude et la peur prédominent, cela malgré les nombreux renforts de la gendarmerie qui quadrillent la zone. Sur la rue du Commerce, très animée, les récents épisodes de violence sont dans tous les esprits. Ces renforts envoyés pour sécuriser la ville, personne ici n'y croit vraiment. Jukumalo lambani, banidalo na shawiri, shawiri ya wana na utiro, ilentia harmo ajali. Waringilia mandani, wasidili pia zimali, zinguvu za mwili zende nanti, wankibaya wakazi. Banidalo na ujukuma, jukumala utia hifadhi, narime ile rimie Mungu, maore nismia amani. Tama baba sirikali na isirikali ya masusuto Tama Mungu kalatiari miedua zirive mengo. Les habitants ont toujours peur. Certains avaient fui leur maison lors de ces événements et ils ne sont toujours pas revenus. Donc l'angoisse, nous vivons avec. Moi je pense que c'est juste pour nous fermer les yeux, c'est tout. Mais je pense que ces gens-là, ils vont peut-être faire là une semaine, 10 jours maximum et puis ils vont partir. Donc on ne se sent pas en sécurité. Là, les militaires sont là, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais justement en cas de genre de problème, je pense que nous devons intervenir. Des zones sensibles aux quartiers résidentiels, des mesures plus concrètes de la part des autorités. Alors quand on s'intéresse à la situation de Mayotte, île de l'archipel des Comores, on peut se demander, mais que fait la France à Mayotte ? Que fait la France à Mayotte ? C'est la question qu'un journaliste de la chaîne Blast a posée au journaliste Rémi Carayol, auteur du livre Mayotte, département colonie. Que fait la France à Mayotte ? C'est une bonne question que beaucoup se posent en fait. L'État a colonisé l'archipel des Comores et puis ensuite, quelque part, il a voulu rester un pied dans cet archipel et il a favorisé le mouvement pour Mayotte française qui visait à se séparer des autres îles et à rester au sein de la République française. C'était en 1975. Parce qu'il faut savoir que les Comores revendiquent la souveraineté sur Mayotte et que, à de multiples reprises, l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné la France, parce que selon le droit international, Mayotte est un territoire comorien. L'archipel des Comores, c'est 4 îles. Donc il y a l'île de Mayotte, Maoré, dans son nom comorien, il y a l'île de la Grande Comore, Jazidja, l'île d'Anjouan, Zouani et l'île de Moélie-Moali. Ce sont des îles qui se situent à mi-distance à peu près entre Madagascar et le Mozambique, dans ce qu'on appelle le canal du Mozambique. C'est une zone très stratégique, le canal du Mozambique, parce que c'est notamment une zone très fréquentée par les navires, notamment les pétroliers. Aujourd'hui encore, 30% du transport maritime passe par cette zone. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment une position très importante. C'est pour ça que la France continue d'y être aujourd'hui et qu'il y a un détachement de la Légion étrangère à Mayotte notamment. Et donc ce sont 4 îles qui ont une histoire commune, qui est faite de flux migratoires venus d'un peu partout, du golfe Persique, du golfe arabique, de la côte est-africaine ou de Madagascar, qui se sont constituées au fil des ans et donc qui ont été colonisées au 19e siècle, en 1841 pour Mayotte et puis les années suivantes pour les 3 autres îles, par la France. Le 22 décembre 1974, donc on va bientôt célébrer le 50e anniversaire, la France organise une consultation pour demander aux Comoriens s'ils veulent devenir indépendants ou s'ils veulent rester au sein de la République française. Les Comores, c'est une colonie française, mais qui n'a pas obtenu son indépendance en 1960 comme la plupart des colonies africaines de la France. Ça a pris un peu plus de temps, notamment parce que la notabilité aux Comores n'était pas forcément très pressée de se séparer de la France. Mais cette indépendance devient inéluctable au milieu des années 60 parce que la jeunesse pousse, notamment dans ce sens. Et à Mayotte, naît un mouvement pour Mayotte française, donc pour rester français, pour refuser l'indépendance et pour se séparer des autres îles. Et donc, lors de la consultation du 22 décembre 1974, 99% des électeurs dans les 3 autres îles votent pour l'indépendance. Par contre, à Mayotte, c'est beaucoup plus serré puisque 63% des électeurs
et des électrices votent contre l'indépendance. Les Comores obtiennent donc leur indépendance, mais perdent Mayotte, qui devient une collectivité territoriale française. Une scission de l'archipel condamnée par les Nations Unies et par le gouvernement comorien qui continue de revendiquer son autorité sur Mayotte. À partir de ce moment-là, la séparation va être actée très rapidement, puisque 6 mois plus tard, les responsables politiques comoriens déclarent l'indépendance unilatéralement parce qu'ils estiment avoir été trompés par la France, puisque la France avait promis que les 4 îles deviendraient indépendantes ensemble, et donc déclaration unilatérale de l'indépendance, et les Mahorais sur place font sécession. Il faut savoir qu'il y avait de grands débats à Mayotte, que c'est pas, contrairement à ce que veut faire croire la légende, c'est pas Mayotte qui d'un seul homme s'est levée pour rester française. Il y a eu d'intenses débats, il y a eu même des bagarres, il y avait des milices qui étaient pro-indépendance et anti-indépendance, qui se sont battues, qui se sont violemment affrontées, et après la consultation de décembre 1974, tous les partisans de l'indépendance ont été chassés. Alors, soit chassés physiquement, c'est-à-dire ils ont été envoyés sur les autres îles, on estime entre 1500 et 2000 personnes qui ont été chassées, soit chassés symboliquement, c'est-à-dire elles ont été marginalisées de la vie en société, de la vie du village notamment, et elles n'ont pu revenir quelque part participer à la vie de la communauté que lorsqu'elles ont fait amende honorable et elles ont prêté allégeance quelque part au mouvement pour Mayotte française. Ça peut paraître contre-intuitif de refuser l'indépendance, de vouloir rester sous un système plus ou moins colonial. Donc, pour ceux qui étaient partisans de Mayotte française, pour l'élite politique et économique au début, il a fallu inventer quelque part une histoire ou réinventer une histoire. Il a fallu dire que les Mahorais n'avaient rien à voir avec les Comoriens, qu'ils ne parlaient pas la même langue, ce qui est faux, qu'ils n'avaient pas la même religion, ce qui est faux. Il a fallu quelque part embellir la colonisation française et, à contrario, salir l'histoire commune qui liait ces 4 îles depuis des siècles. Ça a été la première chose. Et la deuxième chose, une fois que la séparation a été actée, il a fallu défendre à tout prix le statut de département, parce que le statut de département était perçu comme l'assurance inscrite dans le marbre de rester français. Et donc, on a présenté le département comme le Graal absolu. Et quelque part, c'est devenu une nouvelle religion, le département. On se le transmettait de père en fils, ou de mère en fils, ou en fille. On disait, il faut absolument devenir département. Quelque part, c'était l'assurance d'une vie paradisiaque. Mayotte a fini par devenir département. Lorsque les Mahorais ont été consultés en 2009 pour savoir s'ils voulaient devenir département, 95% d'entre eux ont dit oui. Les Mahorais, tout sourire, tout feu, tout flamme, à plus de 95%, ils ont dit oui à la départementalisation de leur île. Un oui franc et massif, comme le souhaitait la classe politique. Sur le front de mer de Mamoudzou, au milieu de cette folle ambiance de fête, on n'oublie pas de remercier Allah. Sauf que le département, ça impliquait des choses, et notamment des changements très importants dans la vie de tous les jours, dans la vie en société, notamment. Et ça, ça a été une forme de violence pour les Mahoraises et les Mahorais qui ne s'y attendaient pas forcément, que ça soit sur les questions foncières, sur les questions matrimoniales, sur les questions religieuses. En fait, la vie a été chamboulée. Et aujourd'hui, 13 ans après la départementalisation, il y a quand même une forme de colère et de frustration, quelque chose qu'on retrouve dans tous les départements d'outre-mer, d'ailleurs, où on a l'impression qu'on nous demande sans cesse des efforts pour s'assimiler, puisqu'en France, l'égalité passe par l'assimilation, selon notre République, qui est une République d'essence coloniale. Et donc, cette assimilation-là est perçue comme une violence symbolique très forte. On voit droit dans le mur avec cette politique-là. Puisque quand on voit que le ministre de l'Intérieur, 3 jours après le cyclone, veut encore renforcer ou durcir la législation sur les étrangers, c'est en gros ce qu'il a annoncé en parlant du problème de l'immigration. Quand on voit qu'il y a des élus à Mayotte qui disent vous voyez, la gauche s'est opposée à l'opération Ouambouchou qui a été lancée l'année dernière par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, qui était une opération qui visait à décaser notamment des gens, mais aussi à chasser des étrangers, à les expulser et à lutter contre les bandes criminelles. Leur discours, c'est de dire, vous voyez, l'opération Ouambouchou aurait permis de sauver des vies des gens. Mais c'est complètement faux en réalité, puisque c'était quoi l'opération Ouambouchou? C'est ce qui est fait depuis des années. On va détruire des cases, mais on propose aucune solution à ceux qu'on déloge de ces cases. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Eh bien, et c'est simple, ils vont se reloger ailleurs. Et donc, c'est ce qui est arrivé avec Ouambouchou et c'est ce qui arrivera encore après. Aujourd'hui, quelques jours après le passage du cyclone, les gens ont commencé à reconstruire. Ils n'ont pas attendu. Et qu'est-ce qui va se passer? Visiblement, de toute évidence, on va reproduire la même politique où on va
continuer à vouloir chasser les gens de ces quartiers, et certainement que ça va être très violent. Et donc, on va continuer visiblement dans cette politique que moi j'appelle la politique du pire, où on va droit dans le mur, où on considère Mayotte comme un îlot de France posé là dans l'océan Indien. Alors qu'en réalité, il faut changer de focale, et il faut se rendre compte que Mayotte est un territoire que l'on a arraché à son environnement naturel. Et ça, le problème, c'est que on l'a arraché symboliquement, on l'a arraché dans les textes de loi, mais physiquement, on l'a pas arraché. C'est toujours là. Anjouan est une île qui a 70 km. Les liens familiaux sont encore très importants entre les Mahoraises et les Mahorais et les habitants des autres îles. Et ça, on peut pas l'effacer d'un coup de baguette magique. Et je pense qu'on pourra jamais l'effacer. Tant qu'on n'aura pas changé de focale, de perspective, et qu'on continuera à penser que Mayotte, c'est la France, et que le reste dans l'environnement régional ne compte pas, on fera fausse route et on aboutira à des catastrophes comme celle-ci. Je n'ai mis sur le drapeau blanc. Paske muskitno narkenan kitye jidhad ilimu deke bole nyambo titaw nyambo bole baskede hunu aude pule nate pia konye moja tu lemo kia mara piatu del no fijo armasha babi koji ngaza mpaka kondo no vavanta lini mwa no nalise kondo no arrêtez bataille je n'ai mis sur le drapeau blanc l'ambition soignée no cabello no arrêtez bataille je n'ai mis sur le drapeau blanc l'ambition soignée I have a dream T9 to 6 Sukuni wanna kondosa다 Cause you're coming for I have a song T9 힘을 바시 음악이만 듣다면 주하니 Keep it down Fade the teeny the bar Little simple I'm 신살이라와 후처럼 봐라 Hey, bar down 다른 제우 이 힘이 나 쿨라커 저 일이여 마을에 봐 No cabello No arrêtez bataille Je n'ai mis sur le drapeau blanc L'ambition soignée L'ambition soignée Metra jensagia watu pia walata mawe Bawi wamnasika mshakupa Zaba pia katupa mpaka la Violence in la street, oui Wabirenga de droite à la oui Mais j'avais tout ce nom parce que corrupt tu m'étais Oui, wabirenga de travers à whisky Mais jamais tout ce nom parce que corrupt No, arrêtez bataille Je n'ai mis sur le drapeau blanc L'ambition soignée L'ambition soignée Arrêtez de prendre la tête, on est tous les mêmes. Vous voir sourire et serrer les coudes, c'est ce que moi j'aime. J'arrive avec ma clique de faire kiffer la vibe, man. Entre nous, pas de jalousie ni de mal, man. Remballe ta langue si t'as pas envie d'autre. De la grande terre à la petite terre, on n'a pas de barrière. J'ai du One MC Goo, on kiffe notre carrière. Ils nous sont nos forces, arrêtons de faire la guerre. Yo, arrêtez bataille Je n'ai mis sur le drapeau blanc L'ambition soignée No cabello No arrêtez bataille Je n'ai mis sur le drapeau blanc L'ambition soignée L'ambition soignée. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre un morceau de musique du rappeur mahorais Bo Ous, artiste très apprécié des jeunes Comoriens et engagé lui-même pour l'unité des Comoriens. Rémi Carayol répond maintenant au journaliste Guillaume Erner dans l'émission Les Matins de France Culture. Il parle justement au sujet de son livre Mayotte, département colonie. Il faut savoir que Mayotte, c'est une île qui a été colonisée en 1841. C'est plus vieux que Nice et la Savoie, oui, dit-on. C'est ce qu'on entend souvent à Mayotte, avant Nice et la Savoie. Effectivement, de ce point de vue, c'était français avant Nice et la Savoie, sauf que les habitants
de cette île, eux, n'étaient pas français. C'était des indigènes, donc des sujets coloniaux, au contraire des habitants de Nice et la Savoie, qui, eux, sont devenus citoyens dès lors que leur territoire a été rattaché à la France. D'où le sous-titre, d'ailleurs, de votre ouvrage, « Département colonie », ce qui est un oxymore, une contradiction dans les termes. Oui, ça peut paraître être une contradiction. En réalité, de mon point de vue, ça n'en est pas tant que ça. Pas seulement à Mayotte d'ailleurs, c'est un terme que l'on peut parfois aussi employer, en tout cas dans les autres départements d'outre-mer, parce que tous ces territoires sont d'une manière ou d'une autre non seulement liés à la France par une histoire coloniale, mais aussi ont cultivé encore aujourd'hui, ou parfois subissent, un lien de type colonial avec la métropole. Alors ce que vous dites finalement dans ce livre, c'est que l'intégration de Mayotte à la France, elle ne s'est pas du tout faite sur une base d'égalité des droits, mais pourquoi la France a-t-elle voulu franciser ou plus exactement coloniser ce territoire? À l'origine, en 1841, ce qui intéresse la France dans cette île, dans cet archipel des Comores, c'est sa position stratégique pour aller conquérir l'île de Madagascar, qui est bien plus intéressante aux yeux des Français. C'est la principale raison. Après, on est dans une course aux conquêtes territoriales, avec l'Angleterre notamment, et l'Angleterre lorgne également l'archipel des Comores à cette époque-là. La France l'a devancé, mais on est dans cette situation-là. Et en réalité, une fois que cet archipel, cette île d'abord et ensuite l'ensemble de l'archipel des Comores est colonisé, la France n'en fait pas grand-chose parce qu'elle ne sait pas vraiment quoi en faire. Alors des terres sont spoliées aux indigènes pour être données à des planteurs, mais l'administration coloniale est très peu présente, elle ne fait pas grand-chose. Et cela jusqu'à le milieu des années 70, jusqu'à la décolonisation de ce territoire et à la séparation de Mayotte avec les autres îles. Mais alors, justement, est-ce que cette situation, parce que je pense qu'un point géographique ne serait pas inutile à ce stade, Rémi Carayol, parce que c'est un territoire qui est singulier du point de vue économique, vous l'avez expliqué, qui est singulier du point de vue historique, mais aussi géographique. Oui, tout à fait. Les intérêts stratégiques de 1841 sont toujours valables aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. On est dans le canal du Mozambique. L'archipel des Comores se situe à peu près à mi-distance entre l'île de Madagascar à l'est et le Mozambique, la côte est-africaine à l'ouest. Il faut savoir que le canal du Mozambique est une zone de transport maritime très fréquentée. Aujourd'hui encore, 30% du transport maritime passe par cette zone, et notamment de nombreux pétroliers. Donc, pour la France, c'est très important d'être dans cette zone. Il faut savoir que lorsque Madagascar est devenu indépendant en 1960, la France avait négocié avec les nouvelles autorités malgaches de pouvoir conserver une base militaire dans le nord de Madagascar, à l'entrée du canal de Mozambique, Diego Suarez. Et en 1973, les autorités malgaches ont demandé à la base, aux militaires français, de partir. Il se trouve qu'un an plus tard, les Mahorais et les autres Comoriens étaient consultés pour savoir s'ils voulaient l'indépendance. Les Mahorais ont voté contre l'indépendance et ça a fait les affaires quelque part de l'armée notamment, qui elle voulait garder une position dans cette zone, qui est vraiment un endroit stratégique, surtout s'il y a des problèmes au niveau du canal de Suez. Et donc on assiste à la fois donc à une situation stratégique du fait donc de la place de cet archipel comme vous venez de le rappeler, mais aussi d'une terre de précarité, puisqu'il y a un certain nombre de migrants qui viennent principalement de Madagascar et d'Anjouan et qui provoquent donc une situation là aussi extrêmement singulière. Oui, alors il faut savoir qu'on est dans une zone qui s'est faite par les flux migratoires. Il y a toujours eu des flux migratoires, venus d'ailleurs d'abord pour peupler l'archipel, et ensuite entre les 4 îles de l'archipel. Ça n'a jamais arrêté, et y compris lorsqu'il y a eu la séparation en 1975 de Mayotte avec les autres îles, ça a continué. La France n'a imposé un visa qu'en 1995, c'est-à-dire qu'avant, les flux continuaient. Et de cette situation, et même lorsqu'un visa a été mis en place en 1995, les flux ont continué, mais de manière clandestine cette fois, donc dangereuse aussi pour les gens qui faisaient la traversée, entre Anjouan et Mayotte, 70 km seulement. Et donc on s'est retrouvé avec une situation où aujourd'hui, selon l'INSEE, la moitié de la population est considérée comme étant étrangère. Et la plupart sont des Comoriens des autres îles. Donc ce qui est quelque chose d'absolument singulier pour un département français. Totalement singulier, mais ce qui est encore plus singulier, c'est que ces personnes qui sont étrangères, le sont-elles vraiment en réalité? Dans le sens où elles parlent la même langue, elles ont la même culture, elles prient de la même façon que les Mahorais.
Ouais, j'aimerais pas me lancer dans des parallèles qui seraient inexacts, mais on a l'impression que vous évoquez une situation qui peut rappeler par exemple certaines frontières artificielles en Afrique ou dans le Moyen-Orient. Toutes les frontières issues de la colonisation sont d'une manière ou d'une autre plus ou moins artificielles. Quelque part, toutes les frontières sont artificielles de toute manière. Mais dans l'archipel des Comores... Alors là, je parle de groupes linguistiques, par exemple. En là, matière de groupe linguistique, s'il y a homogénéité, on peut... En l'occurrence, il y a homogénéité, puisque c'est la langue comorienne, avec évidemment des parlers qui ont quelques différences selon les îles, puisqu'on est dans des milieux insulaires, et on a aussi une homogénéité culturelle, c'est-à-dire que ce sont les mêmes marqueurs qui marquent la vie sociale des Mahorais, comme des Anjouanais, comme des Grands Comoriens et comme des Mohéliens. Bon, mais alors... Dans le même temps, ceux qui ont fait la départementalisation des Comores de Mayotte ont un certain nombre d'arguments pour dire que, en l'occurrence, c'est un archipel qui coûte à la métropole 2 milliards d'euros, un peu moins en réalité, mais plus en tout cas que la Nouvelle-Calédonie, qu'il y a eu une amélioration des infrastructures, qu'il y a eu une stabilisation institutionnelle, un certain nombre de choses en matière d'éducation et de formation. Bref, ce territoire, il nous sert du point de vue stratégique, mais il nous dessert du point de vue économique, Rémi Carayol. Bon, c'est toujours difficile de mettre dans la balance des enjeux qui sont finalement assez différents. Je sais, oui, c'est un territoire en soi qui coûte de l'argent. Il faut savoir, par exemple, que l'économie de Mayotte dépend à 80% des investissements publics. Que 6 emplois sur 10 qui sont créés à Mayotte sont des emplois publics. Donc, il est évident qu'il y a un gros investissement de la France, mais il faut savoir que l'île part de très loin, si encore une fois on se situe du point de vue français. C'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 90, la France n'a pas investi dans ce territoire. Et lorsqu'elle a commencé à envisager la départementalisation, qui était une revendication des responsables politiques locaux, elle a commencé à investir en masse. Alors pas assez aux yeux des Mahorais, moi j'aurais tendance à dire plutôt mal, plus que pas assez, mais elle a commencé à investir, à construire des collèges, à construire des réseaux routiers, téléphoniques, à construire des écoles et des centres de santé. Seulement, le problème de ces investissements, c'est qu'ils ont contribué à faire de Mayotte, quelque part, une sorte d'îlot de prospérité dans une zone très pauvre. Donc d'un côté, Mayotte est le territoire le plus pauvre de France, le plus inégalitaire aussi, mais de l'autre côté, il fait figure aujourd'hui d'îlot de prospérité dans son ensemble régional. Vis-à-vis des autres îles des Comores, le PIB de Mayotte par habitant est estimé à peu près 8 fois plus que celui des autres îles des Comores, mais aussi vis-à-vis de Madagascar, le PIB est 23 fois supérieur à celui de Madagascar. Mais alors, justement, là aussi, lorsqu'on évoque le dynamisme économique relatif, c'est-à-dire... Très relatif. Toujours... mais alors, relatif, mais si on le compare à Madagascar, et si on compare cela à ce qui existait ailleurs, les partisans de la départementalisation ont fait valoir un certain nombre d'actions qui ont été faites sur le terrain et qui... s'éloignent d'une situation de territoire de seconde zone, de leur point de vue. La départementalisation, dans l'esprit des responsables mahorais, c'est l'égalité. Et c'est une réalité, d'un point de vue juridique, ce sont normalement les mêmes textes de loi, les mêmes prestations sociales, les mêmes services publics. Sauf que dans les faits, c'est pas le cas, et c'est pas propre à Mayotte. On voit régulièrement dans les Antilles, notamment, que l'égalité n'est pas encore atteinte du point de vue des principaux concernés. Donnez-nous des exemples. Par exemple, prestations sociales, aujourd'hui, très peu existent, et le RSA est moitié moindre que celui qui est en vigueur en France. Ce qui est étonnant, puisque le niveau de vie à Mayotte, ou la cherté de la vie plus exactement, est de 10% supérieur à la métropole. Entre 10, 20, 30%, tout dépend des produits qu'on achète en fait. Mais évidemment, pour les produits importés, ça peut être beaucoup plus cher, mais la vie courante, disons, est plus chère. Pourquoi le RSA est-il... Parce que c'est tout récent, parce que l'État rechigne à le faire arriver au niveau français. Le RSA a été mis en place au début des années 2010 seulement. En fait, tout un tas de prestations sociales. Il n'y avait pas de retraite à Mayotte avant. Aujourd'hui, il y a une retraite, mais là aussi, le montant maximum d'une retraite est de 900 €. Pas plus. Donc en fait, tout se met en place
Et c'est très lent. Il faut se rappeler que les départements d'outre-mer, les anciens départements, ont été départementalisés en 1946. Mais ils ont mis des années et des années à obtenir les mêmes droits en matière de prestations sociales que ceux qui sont en vigueur en France hexagonale. J'ai reçu d'ailleurs des mails de gentils auditeurs me disant « Surtout n'invitez pas Rémi Carayol car celui-ci est un agent des Comores ». Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le champ intellectuel autour de Mayotte est-il à ce point miné, ce qui est difficile à comprendre pour des métropolitains? Alors, il faut remonter pour ça à quelques années en arrière. Lorsque la campagne pour la consultation des Comoriens, lorsqu'on va leur demander s'ils veulent devenir indépendants ou pas, est lancée, il y a une grosse bataille d'idées en fait entre deux camps, le camp des indépendantistes et le camp de ceux qui sont pour Mayotte française. Et à l'issue de une bataille qui peut être violente, hein, qui a abouti à des rites villageoises. À l'issue du processus électoral, tous les indépendantistes vont être chassés de l'île de Mayotte. Alors, soit chassés physiquement, c'est-à-dire qu'on estime entre 1500 et 2000 personnes, le nombre de personnes qui sont envoyées vers Anjouan, dans des bateaux, soit chassés symboliquement, c'est-à-dire qu'elles sont marginalisées des villages et de la vie communautaire. Et en fait, à partir de ce moment-là, s'impose un discours dominant qui ne tolère aucune contradiction, aucune critique, qui est de dire Mayotte est française et Mayotte doit devenir département. Et dès lors que l'on sort un tout petit peu de ce discours, sans forcément remettre en cause le fait que Mayotte est française, c'est le cas d'un certain nombre d'élus, on se fait rabrouer et quelque part on est mis à la marge en fait. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Et aujourd'hui encore, effectivement, moi, par exemple, pour en finir là-dessus, j'ai été qualifié par quelqu'un, lorsque je travaillais dans un journal, j'ai été qualifié d'anticolonialiste. Et anticolonialiste à Mayotte, il y a 20 ans, c'était une insulte. On le voit notamment quand on est à Mayotte, avec des comportements de personnes qui, parfois, se comportent en colon. Pour vous donner un exemple, il y a un livre, moi, qui m'a considérablement marqué lorsque j'étais à Mayotte. C'est un livre d'Albert Memmi qui a été écrit en 1957. Portrait du colonisateur, portrait du colonisé. 1957, en Tunisie. Eh bien, je retrouvais le portrait du colonisateur, je le retrouvais dans bien des personnes que je côtoyais à Mayotte. Et ça veut beaucoup dire de notre impensé coloniale à nous tous, en France, et qui est particulièrement prégnant, effectivement, dans la classe politique française, à mon sens. Mais alors, il y a aussi d'autres choses. Il y a effectivement, d'abord, comme vous l'avez dit, Rémi Carayol, en première partie des matins, il y a une question d'hétérogénéité, parce qu'on troque en quelque sorte une situation stratégique importante de la France contre une aide à un département. Alors l'aide est insuffisante, puisque les inégalités sont là. Et puis il y a la question, et il faut en parler, il y a la question donc de l'immigration, avec environ 20 000 reconduites aux frontières, parce qu'il faut aussi expliquer à nos auditeurs que la plupart des chiffres des reconduites aux frontières se situent en réalité à Mayotte. Quand on dit 35 000 reconduites aux frontières en France, il y en a en réalité 25 000 à Mayotte, ce qui donne une singularité absolue à ce territoire. Chaque année, c'est entre 23 000 et 25 000 ces dernières années, reconduites à la frontière. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 70 reconduites par jour. Ça représente pas loin de 10% de la population de l'île, qui est estimée à 320 000 habitants. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et quand on est là-bas, c'est omniprésent. On voit, c'est ce qu'on appelle des paniers à salade, ces camions de la gendarmerie bleus avec grillagés, et on voit tous les jours des gens qui sont amenés dans ces camions et qui sont amenés au centre de rétention et qui sont renvoyés par le bateau. C'est une politique qui a été mise en œuvre il y a une vingtaine d'années, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et il a décidé de faire la politique du chiffre, et depuis, ça n'a jamais cessé d'augmenter. La question qu'il faut se poser, c'est pour quel résultat? On voit bien, finalement, que cette politique n'a pas de résultat, les flux migratoires se poursuivent, et surtout, on a fixé des populations sur cette île avec un certain nombre de lois, et notamment en établissant le visa, et qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle des migrants ou des étrangers à Mayotte, en réalité, beaucoup sont nés sur le territoire, et ils ont vécu toute leur vie sur ce territoire. Autre lien qui peut faire office d'ancienne au sujet de Mayotte, c'est le lien qui est fait entre l'immigration clandestine, la situation sur place et l'insécurité.
Oui, dans les discours, notamment des responsables politiques, mais pas que, on entend souvent que l'insécurité est liée uniquement aux étrangers, aux clandestins, comme on les appelle là-bas. En réalité, d'abord, un certain nombre d'enquêtes sociologiques démontrent que ce n'est pas le cas. Quand on discute avec les magistrats, ils nous expliquent que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que dans les délinquants, on retrouve de tout, et notamment beaucoup de jeunes Français. Alors, il faut quand même préciser quelque chose, l'insécurité, c'est tout nouveau. Justement, qu'est-ce que ça veut dire l'insécurité, Rémi Carayol? C'est quelque chose de très concret aujourd'hui. Autant il y a 10 ans, ça représentait pas grand-chose, juste essentiellement des cambriolages. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire que quand on sort le soir, on ne sait pas si on va pas se faire caillasser ou si on va pas tomber sur un barrage et se faire voler, voire agresser. La délinquance a explosé ces 5-6 dernières années, et notamment une délinquance juvénile avec des très jeunes. Très jeunes, c'est 13, 14 ans, voire plus jeunes même. En fait, alors il y a tout un tas de raisons qui expliquent. À mon sens, la première des raisons, c'est qu'on est dans le territoire le plus inégalitaire de France, donc c'est quand même pas négligeable, ça explique un certain nombre de violences qui sont des violences sociales en réalité. Mais il y a un autre aspect qu'il faut mettre en avant. Pourquoi ces jeunes sont quelque part passent du mauvais côté de la barrière ? C'est parce que l'État français, dans sa politique de lutte contre les personnes en situation irrégulière, a fabriqué ce qu'on appelle des mineurs isolés. C'est-à-dire qu'en expulsant en masse, et notamment des femmes, des enfants se sont retrouvés sans leur mère, sans leur tante, sans la personne qui s'occupait d'eux, et se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, et petit à petit, ils se sont organisés en bande, ils ont commencé à chaparder dans les champs, puis à mendier devant les supermarchés, puis à cambrioler, et parfois même à agresser. Et en fait, pour le coup, l'État français, à mon sens, a une responsabilité majeure dans la création de ce phénomène. Aujourd'hui, on estime à peut-être 5 000, 6 000 le nombre de mineurs isolés à Mayotte. Mais si on commence à parler de reconstruction, à mon sens, on commettrait une erreur majeure en poursuivant dans la même logique que celle qui est mise en œuvre depuis des années, qui est une logique de répression, qui est une logique de décoper la mer avec une cuillère, où on essaye de résoudre les problèmes en expulsant, en réprimant, en décasant. À mon avis, on ne pourra pas trouver des solutions à la situation très particulière de Mayotte si on continue à penser ce territoire uniquement comme un îlot français posé comme ça, ici, au milieu de l'océan. On ne peut pas ignorer le fait que c'est un territoire comorien qui a été arraché, qui est aujourd'hui au sein de la République française, mais qu'on n'a pas pu arracher à son environnement naturel. Et ça, on ne peut pas l'ignorer, en fait. Et tant qu'on l'ignorera, parce que c'est ce qui est fait depuis des années, tant qu'on l'ignorera, on se retrouvera dans cette situation où on essaiera de régler les problèmes plutôt que d'anticiper les problèmes. Oui, mais alors ça, et donc on comprend bien ce que vous dites, Rémi Carayol, mais ce sont un peu les injonctions contraires, parce que ou bien on considère que c'est un département, et alors c'est comme la Seine-et-Marne, et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, ou bien ça n'est pas un département, et alors... Mayotte est un territoire d'injonctions contraires. De contradictions permanentes, et mon titre en est une illustration. Votre titre, c'est, plutôt votre sous-titre, c'est Département Colonie, aux éditions de la Fabrique. On est sans cesse dans une situation contradictoire à Mayotte, et il est évident qu'on est dans une situation explosive en réalité. Le fait que la France soit restée dans cet archipel, mais les disloquer, à la demande effectivement des électrices et électeurs mahorais, ça a créé une situation, moi j'appelle ça un monstre social et un monstre institutionnel. Et on n'a pas de solution aujourd'hui, il n'existe pas de solution, et les seules solutions qui sont explorées, ce sont celles de la fermeté, de la répression, des discours aussi xénophobes, il faut le dire, qui sont très puissants. Quand on voit l'évolution du territoire depuis une vingtaine d'années, où on voit que tout se détériore, effectivement, il y a une bourgeoisie qui s'est constituée, donc elle vit mieux. Mais sinon, globalement, tout se détériore. Bon, est-ce qu'on veut continuer dans cette logique ? Et cette logique est liée au fait qu'on veut ériger un mur entre Mayotte et les autres îles. Bon, moi, je prône l'idée que peut-être un destin commun de ces habitants de l'archipel, avec un modèle institutionnel à inventer entre la France et les Comores, est possible. Dans son livre Mayotte, département colonie, Rémi Carayol indique qu'en 2023, les députés de Mayotte, Mansour Kamardine et Estelle Youssoufa, ont fait croire à un complot ourdi par les autorités comoriennes. Alors, ce complot aurait consisté à submerger l'île de Mayotte par des convois maritimes de Comoriens dans le but de reprendre l'île par la démographie. Ces arguments xénophobes, qui nous paraissent totalement délirants, ont pourtant convaincu les séparatistes mahorais et,
le 7 juillet 2024, la candidate Anchia Bamana du Rassemblement national a été élue. C'est la première fois, souligne Rémi Carayol, dans l'histoire de la France dite d'outre-mer, qu'une représentante de l'extrême droite est élue à Mayotte. Alors, le 5 janvier 2025, quand Marine Le Pen débarque à Mayotte, elle sait que les carences de l'État français en matière de secours lui ouvrent un boulevard et qu'elle pourra faire la propagande de son parti. Elle donne d'ailleurs le ton dès la sortie de l'aéroport. Marine Le Pen, juste avant votre atterrissage, 3 ministres ont publié une tribune disant que sans fermeté migratoire, nous reconstruirons Mayotte sur du sable. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, ils sont gentils, ça fait des années et des années que nous disons ça, que sans régler le problème de l'immigration clandestine, eh bien rien ne sera utile. C'est des bricoles. Rien ne pourra être efficace. Vous m'avez entendu 100 fois dire ça, hein, donc je veux dire là pour le coup, vous pouvez vous reporter. Vous venez de parler d'immigration. Vous pouvez vous reporter, mais pas seulement, mais pardonnez-moi d'avoir été la première, peut-être avant les ministres dont on parle, à avoir dit que faire des promesses pour faire des subventions, donner de l'argent à Mayotte ne servirait à rien si on ne réglait pas le problème de l'immigration clandestine. Voilà. Suppression du droit du sol, suppression des régularisations de clandestins, etc. Et une politique diplomatique à l'égard des Comores pour leur dire « ça suffit ». Voilà. On siffle la fin de la récréation. C'est terminé. Maintenant, vous allez reprendre vos ressortissants. Et si vous ne les reprenez pas, eh bien, nous mettrons en place des mesures de rétorsion diplomatique. On connaît le succès de ce discours de Marine Le Pen chez les Mahorais et les Mahoraises séparatistes. Même si Rémi Carayol démontre que seule une solution avec l'ensemble de l'archipel des Comores est réaliste, pour résoudre les problèmes de Mayotte, il faudra maintenant compter avec l'extrême droite comme il avait fallu compter auparavant avec l'armée française. Souvenons-nous qu'après la déclaration d'indépendance de Madagascar en 1960, la marine française a dû quitter en 1973 la base de Diego Suarez. Les forces françaises étaient alors commandées par le célèbre général Bijard. Bijard décida alors de transférer 300 hommes de la Légion étrangère à Mayotte. Il en reste d'ailleurs plusieurs aujourd'hui. Il les a transférés pour assurer le maintien de l'ordre aux côtés de la gendarmerie. Plusieurs navires de la marine nationale rejoignent aussi le port de Mayotte. Et pour l'armée française, Mayotte était une position privilégiée pour surveiller le canal du Mozambique, et cette position reste d'ailleurs encore aujourd'hui importante pour protéger aussi la compagnie Total Énergie qui exploite un important gisement de gaz au Mozambique. Alors, je vous signale que Rémi Carayol se rend au mois de janvier 2025 à Mayotte. À son retour, nous lui proposerons de faire un point sur la situation des Comores dans l'émission Civis Pacem. Alors il me reste bien sûr à la fin de l'émission à vous recommander le livre de Rémi Carayol qui s'intitule Mayotte, département, colonie et à remercier bien sûr les journalistes qui l'ont interrogé sur différents médias. Mais pour terminer notre émission, je voudrais citer une phrase du poète Aimé Césaire que Rémi Carayol, d'ailleurs, note dans son livre. À la fin de sa vie, quand il s'interrogeait sur les bienfaits de la départementalisation de la Martinique, Aimé Césaire déclarait « Les Français ont cru à l'universel, et pour eux, il n'y a qu'une seule civilisation, la leur. Nous y avons cru avec eux. Mais dans cette civilisation, on trouve aussi la sauvagerie et la barbarie. » Alors Rémi Carayol conclut « Il faudrait que la France accepte de regarder en face son passé colonial, de tourner la page de son histoire impériale, et donc de ne plus considérer ses possessions ultramarines comme des territoires à dominer, relevant de sa seule souveraineté et de sa seule responsabilité. Il lui faudra, à la France, en finir avec ses rêves de puissance et rompre avec son fantasme civilisationnel qui l'incline à se penser indispensable au monde. Et maintenant, merci à Frédéric qui assure la diffusion de nos émissions Civis Pacem, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Now,
Bwana harusi watu leo aja, Varus malizikia, mwili wa bie na uvaruhe, haya kwenye nyaza, mahari sayo, dhahabu tiyo, shime ile pare harusi stawi. Leo siku nzitukufu, sangani hoya watu watukufu, ujamaa ufanye hasibabu mahaba, wanawafanya ungwana, wamezi harusi ya yunganzia, kawalisa hasara, waje mazao, wajana masena heshima, mafereshe. Bwana harusi watu leo aja, Varus malizikia, mwili wa bie na uvaruhe, haya kwenye nyaza, mahari sayo, dhahabu tiyo, shime ile pare harusi stawi. Nyaza ujamaa watutuo wasiritereshea, narihimeri watukuze vo alishiria suku nzitukufu, na vole heshima yahe bwana harusi, karamu dara msharusi, astahamili atarusisha, nisimjani yani mahaba mima mute wangu. Bwana harusi watu leo aja, Varus malizikia, mwili wa bie na uvaruhe, haya kwenye nyaza, mahari sayo, dhahabu tiyo, shime ile pare harusi stawi. Wakaziri mzoshelani maraba vuma udhuria mwe harusini, risfereshea ujama wa bwana na bibi harusi, haumia Mungu wa urasaka wadola, wachiriziani harusi, wasibili wajao, wasalamu alaikum. Asi mwana letale, watana waparana, Bwana harusi watu leo aja, Varus malizikia, mwili wa bie na uvaruhe, haya kwenye nyaza, mahari sayo, dhahabu tiyo,